Donc on change de lieu sans pour autant changer de thème. Donc on reste sur l'oral dans tous ses états. Donc nous avons en principe trois communications. Donc je demanderai aux intervenants de respecter rigoureusement le temps. Donc au lieu de 20 minutes, puisque je suis un président très avare, très économique, donc je vous demanderai gentiment de ne pas excéder les 15 minutes. Je à votre connaissance, Monsieur le Président, que c'est écrit 30 minutes ici. On a 30 minutes. Je ne sais pas pourquoi, c'est 30 minutes. C'est bizarre, hein. Comme si ça s'appelle vraiment sabrer, là. Voilà, pas le champagne, mais le temps de parole. Vous êtes capable de sabrer là où il faut. Vous êtes capable d'élaguer là où il faut. Parce qu'on a besoin d'élaguer pour avoir de bons fruits. La quintessence. Voilà, c'est ça, non, c'est vrai. Donc ces 15 minutes aussi, dans ces 15 minutes, je demanderai aux intervenants, aux autres, de vous présenter pour nous, pour ne pas commettre de bêtises de ma part, donc de vous présenter dans, disons, 2 minutes. Donc il vous reste 13 minutes. La communication. Que de restrictions budgétaires. Donc, le du colloque a préparé des cartons. Voilà, vous avez des cartons en plus. 10, 15 et bien sûr le carton rouge à la fin. Alors nous commençons par notre ami Ayman. Donc en 2 minutes, même si un peu prédicteur, vous nous présentez Ayman dans 2 minutes. Je dirais de toi que tu es poète. Tu viens de soutenir brillamment avec brio une thèse sur ce rang. Donc vous êtes prédicteur aussi. Donc les autres intervenants ne m'en voudront pas, parce que je les connais. Et c'est un plaisir aussi de vous voir tous. Et parmi mon cher Abdissem et notre grand poète Simons. Donc voilà, le plaisir est de vous écouter, même quitte à ce que nous soyons frustrés pendant ces 15 minutes. Donc je compte sur vous. Je vais essayer de faire pour le mieux. Merci Monsieur le Président, mon cher professeur, collègue et ami Siradouane Lebriki. Alors, je vais vous parler justement de Sioran. Sioran, dont a été célébré le 30e anniversaire de la mort le 20 juin 2025, est considéré depuis l'apparition de son premier livre en langue française, Précis de décomposition, en 1949, comme un grand écrivain. En témoigne ce qu'écrit à son propos le prix Nobel de littérature, le grand Saint John Perse en 1960. Je cite, et c'est un beau témoignage vraiment de Saint John Perse concernant Sioran. Je tiens Sioran, né roumain, pour l'un des plus grands écrivains français dont puisse s'honorer notre langue depuis la mort de Paul Valéry. Et je tiens son altière pensée pour l'une des plus exigeantes aujourd'hui en Europe. La maîtrise de sa langue, autant que celle de sa pensée, en font depuis longtemps, à mes yeux, un auteur de grande race, à qui il convient d'assurer son rang propre, dans la classe internationale. Donc c'était au moment où Sioran venait d'être traduit en anglais aux États-Unis, et on a demandé à Saint John Perse un témoignage en faveur de Sioran à cause de son passé fasciste. Voilà, donc il fallait une sorte de piston. Or, le journaliste belge de la RTBF, Christian Bussy, qui a réalisé avec Sioran un entretien télévisuel en février 1973, a, en introduisant l'auteur et son œuvre, bien précisé ceci. Je cite, « Un point encore. Je vous demanderai quelques légers efforts d'attention aux premières paroles de Sioran pour vous familiariser avec son accent franco-roumain et la rapidité de son débit. C'est là l'affaire de quelques secondes, après quoi, j'en suis sûr, vous pourrez suivre très facilement ses propos. » Irons-nous jusqu'à dire que l'auteur de Syllogisme de l'amertume et de la tentation d'exister a, comme on dit communément dans ce cas, un accent à couper au couteau? Il se trouve toutefois que Sioran en est conscient et parle lui-même de son propre art de bredouiller. Ainsi, s'il ne brille pas à l'oral, voilà qu'il excelle à l'écrit, ce qui rejoint ce fragment des cahiers où il consigne, je cite, « Il est dans mon destin de ne me réaliser qu'à demi. Tout est tronqué en moi.
ma façon d'être aussi bien que ma façon d'écrire, un homme à fragments. » Fin de citation. À la lumière de ce paradoxe entre l'oral et l'écrit, entre la vie de tous les jours et l'être au monde d'un écrivain métaphysicien maîtrisant sa pensée, son écriture et son œuvre, nous allons chercher à explorer l'œuvre de Sioran, dont l'équilibre semble osciller entre, d'une part, le complexe du métèque et d'autre part, le style comme aventure. Notre réflexion pourra s'articuler autour de trois principaux axes. D'abord, l'analyse de la parole orale de Sioran et de ses spécificités, accent, timbre de la voix et certains tics, afin de définir ce complexe du métèque. Ensuite, la relation de ce complexe avec ce que, dans la tentation d'exister, le philosophe écrivain appelle l'aventure du style. Enfin, la notion de temps que Sioran met au-dessus de tout, non seulement pour l'écrivain, mais pour tout être humain. Je cite, « On dit, tel n'a pas de talent, il n'a qu'un temps. Mais le temps est justement ce qu'on ne saurait inventer, avec quoi on est. C'est une grâce héritée, le privilège qu'ont certains de faire sentir leur pulsation organique. Le temps, c'est plus que le talent, c'en est l'essence. » Alors, première partie, je vais me contenter de la première partie, Monsieur le Président. Le texte est déjà écrit, vous le lirez quand les actes seront publiés, mais la première partie pour justement respecter le temps qui m'est imparti. Donc, j'ai appelé cela « le grain de la voix de Sioran ». Nous avons tout de go, ou nous avouons, pardon, tout de go, que pour étudier la parole de Sioran, la parole orale de Sioran, nous sommes partagés entre deux références qui, comme nous allons le constater, s'opposent mais ne s'annulent pas. Autrement dit, elles se complètent pour illustrer et appuyer notre analyse. De même, si nous employons l'expression « tout de go », c'est parce que celle-ci nous vient de l'expression ancienne « avaler tout de gobe », comme gober, c'est-à-dire avaler à pleine bouche, avec le mot gaulois de gobo qui signifie bec, bouche, et gober qui signifie boucher, gorger. Donc j'essaie un peu de filer la métaphore. Nous sommes donc aux prises avec la bouche et la fonction de la parole. Nous sommes en contact direct avec la voix vive et ses particularités, lesquelles diffèrent d'un être humain à tous les autres. Voilà ce qui nous ramène à deux références bien connues de Sioran lui-même. D'un côté, Roland Barthes qui ouvre son recueil d'entretien « Le grain de la voix » par une réflexion intitulée « De la parole à l'écriture » où nous lisons, je cite, vous allez aimer cette citation parce que c'est vraiment l'attaque d'un livre important, publié très peu de temps avant la mort de Barthes, et ces entretiens retracent son parcours. On n'est pas dans Barthes par lui-même, qui est une sorte de texte autobiographique raisonné, comme aiment à dire les Lumières, mais c'est un texte autobiographique à travers les questions des autres. Et Barthes décrit, nous parlons, on nous enregistre, des secrétaires diligentes écoutent nos propos, les épurent, les transcrivent, les ponctuent, en tirent un premier script que l'on nous soumet pour que nous les nettoyions de nouveau afin de le livrer à la publication, au livre, à l'éternité. C'est ce que je vous disais du travail éditorial, et c'est ce que Monsef Louheibi, le grand poète Monsef Louheibi, qui est un éminent chercheur universitaire, nous disait à propos du Coran, comment même le prophète Mohammed avait des moments d'inspiration divine, disons, et qu'il avait des secrétaires qui faisaient le travail après lui ou après coup à sa place. N'est-ce pas la toilette du mort que nous venons de suivre? Notre parole, nous l'embaumons, telle une momie pour la faire éternelle, car il faut bien durer un peu plus que sa voix. Il faut bien, par la comédie de l'écriture, s'inscrire quelque part. Cette inscription, comment la payons-nous? Qu'est-ce que nous lâchons? Qu'est-ce que nous gagnons? Fin de citation. En dépit de l'aspect interrogatif par lequel se clôt cette réflexion, Barthes demeure à la fois descriptif et déclaratif. Son propos est scientifique, d'où l'omniprésence du présent gnomique. D'un autre côté, Samuel Beckett, qui est l'ami intime de Sioran, écrit en 1951 dans Molloy. Donc, vous savez que Beckett
a écrit plusieurs pièces de théâtre, mais il a écrit une trilogie romanesque, Malone meurt, Molloy et L'Innommable. Et d'ailleurs, pour les critiques des généticiens disant, les pièces de théâtre de Barthes sont nées de ses romans, c'est-à-dire qu'il était prosateur avant tout, et quand il émendait justement, quand il élaguait son texte, ben, les espèces de fioritures servaient de répliques et de dialogues qui ont nourri En attendant Godot, Oh les beaux jours et Fin de partie, qui est sa trilogie dramatique. Alors, dans Molloy, Barthes écrit, je cite, « Et que je dise ceci ou cela ou autre chose, peu importe vraiment. Dire, c'est inventer, faux comme de juste. On n'invente rien, on croit inventer, s'échapper. On ne fait que balbutier sa leçon, des bribes d'un pensum appris et oublié. La vie sans larmes, telle qu'on la pleure. » Le propos de l'auteur d'En attendant Godot diffère de celui de Barthes. Ironique, il nous met devant les limites de notre parole et jusqu'à notre idiosyncrasie. Car si nous nous croyons inventifs et différents, nous ne sommes que des perroquets qui ne cessent de répéter des bribes elles-mêmes ressassées au point d'être balbutiées. D'où l'image finale de la vie sans larmes, avec cette fracture finale, telle qu'on la pleure, qui n'est pas sans rappeler le passage où Estragon et Vladimir arrivent au point de rendez-vous fixé avec Godot devant un sol pleureur. Et là, je ne peux pas ne pas citer ce beau passage. Vladimir, il a dit devant l'arbre. Il regarde l'arbre. Tu en vois d'autres? Estragon, qu'est-ce que c'est? Vladimir, on dirait un sol. Estragon, où sont les feuilles? Vladimir, il doit être mort. Estragon, fini les pleurs. Vladimir, à moins que ce ne soit pas la saison. Voyez le côté absurde de la chose, hein. Comédie de gestes, de paroles, de regards et bien sûr la virtuosité du langage beckettien. Oui, fini les pleurs, comme les larmes taries, comme la parole balbutiée et par la même veine. Or, à travers cette mise en regard entre Barthes et Beckett, entre le critique français et l'écrivain irlandais converti au français, la voix de Sioran demeure étrangère. Elle qui, comme dans l'entretien mentionné plus haut, bredouille, peine à s'exprimer, à communiquer, à dire haut et fort le fond de sa pensée qui, elle, se trouve magmatique, révoltée, pourvue d'une fraîcheur substantielle jusque-là inédite dans le monde francophone. C'est ce qui lui vaut, un an après la parution du précis de décomposition en 1949, le prix Rivarol, dont le jury est alors composé de grands poètes, écrivains et philosophes, dont certains sont lauréats du prix Nobel de littérature, du prix Goncourt ou membres de l'Académie française. Je cite, et excusez du peu, André Gide, Émile Henriot, Gabriel Marcel, Jean Paulhan, Jules Romain, Daniel Robs, Jean Schlumberger, Jules Supervielle et Henri Troya. Imaginez un jury avec ces noms qui donne à cet écrivain qui balbutie ce prix Rivarol qui porte le nom d'un très grand académicien et écrivain, celui qui nous a écrit le fameux texte sur la langue française. Ce texte-là fait partie des meilleurs avec la défense et l'illustration du Bellay, etc. Bref, cette distinction le propulse sur le devant de la scène et il est, entre autres, interviewé par le normalien de Sousse, Jean Amrouche. Vous savez que Jean Amrouche a enseigné et vécu à Sousse, Jean Amrouche qui a vécu entre 1906 et 1962, sur les ondes de la RTBF, Radio-Télévision Française, dans le cadre de l'émission Des idées et des hommes, à l'occasion de l'un de ses célèbres entretiens, au cours desquels il a tendu le micro, avant l'enfant prodigue des Carpates, à des noms célèbres dont André Gide, Paul Claudel ou encore le grand poète italien Giuseppe Ungaretti. Donc là, diffusé le 28 décembre 1950, donc un an après la parution du précis de décomposition, dans la foulée de sa réception du prix Rivarol, l'entretien en question, auquel nous pouvons accéder sur YouTube, donc j'ai mis le lien, etc., sous le titre « Des idées et des hommes, entretien avec Émile Sioran ». Donc cet entretien révèle le grain de la voix de Sioran et la nature de sa parole bredouillante. En effet,
après une présentation claire et nette par l'intervieweur, et là, Jean Amrouche, qui ne s'appelait pas Jean, hein, mais c'est un nom francisé, pour le bien de la cause, Jean Amrouche parle comme Camus, comme Sartre, comme un intellectuel parisien en bonne et due forme. Hein. Eh bien, là, on va écouter la voix de Sioran et sa façon. C'est quelque chose de terrible, mais de beau, d'exotique, mais de... on dirait un monstre, une sorte je sais pas, oui, c'est un monstre des Carpates, un peu comme Dracula. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un mort, c'est un mort-vivant. Alors, l'intervieweur, Amrouche, lui pose une question sur le métèque, laquelle fait allusion à un bref texte extrait du précis de décomposition, intitulé « Tribulation d'un métèque », et se rend de répondre. J'ai essayé de transcrire moi-même, hein. J'ai presque fini, hein. Je serai dans les temps. Hein. Oui, silence de 3 secondes. Voilà, je ne pense pas. Quand j'ai écrit les tribulations du métèque, j'habitais là. Je n'avais pas du tout pensé à la situation du métèque. Hésitation, à Athènes, mais bien à Rome plutôt, etc. Donc quand on entend cette bribe ou cette séquence, on est époustouflé. Parce que je pense que l'auditeur français de l'époque risque de ne pas comprendre. Et ça va se poursuivre, parce que là, si ça date de 50, 73, ça se poursuit à la télé. À la télé, c'est plus facile, parce qu'on voit le visage, on voit l'hésitation, donc il y a plus de vie. Mais à la radio, alors, ça ne passe pas du tout. Habib Salha aurait détesté. Idem pour Sissamil Marzouki. Cette entame laisse à désirer, bien que le propos qui va suivre soit des plus riches, aussi bien du point de vue de l'érudition historique que de la pensée philosophique. Comme tout l'indique, Sioran n'est pas tout à fait à l'aise et sa parole peine à se mettre en branle, comme un train qui se mettrait en branle, qui se met en marche. De plus, son accent est remarquable par rapport à ceux de ses différents interlocuteurs, qu'il soit le journaliste de la RTBF Christian Bussy ou celui de la RTF Jean Amrouche. Et c'est ce qui lui fait écrire au tout début de ses cahiers, je cite, « C'est un défaut d'élocution, mes balbutiements, ma façon saccadée de parler, mon art de bredouiller et surtout l'obsession cuisante de mon accent qui m'ont poussé par réaction à soigner mon style en français et à me rendre quelque peu digne d'une langue que je massacre par la parole tous les jours. » Voilà, quelle confidence. Heureusement que les cahiers existent. Les cahiers publiés 2 ans après sa mort. Donc vous voyez comment ici l'intertexte nous permet de lire le texte. Après quoi, sautant une ligne, il poursuit en ces termes. « Eussé-je parlé comme les indigènes, que je ne me serais jamais ingénié au bien écrire, et à tout ce que la recherche stylistique comporte de coquetterie et de vaine subtilité. Une phrase, en guise de formule gnomique, de sentence, vient mettre un terme à tout cela. Le secret d'une écriture, d'une habileté réside dans un défaut plus ou moins clandestin. » Quel aphorisme! Le secret d'une habileté réside dans un défaut plus ou moins clandestin. Aussi, de l'oral à l'écrit, le métèque s'illustre-t-il en racontant ses propres tribulations, qu'il vit comme une véritable aventure par laquelle le style prend une dimension supérieure, devenant une raison d'être, non seulement au niveau de l'écriture, mais encore de la vision du monde, ce Weltanschauung qui, loin de résumer son être au monde, se meut en énergie vitale incarnée par l'écriture brève en général et celle de l'aphorisme en particulier. L'aphorisme où, dit Sioran dans l'un de ses derniers livres, le mot est Dieu. Voilà, j'ai fini.